AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager pour briser le silence. On va en parler avec votre invité qu'on accueille aujourd'hui. C'est Angélique Cauchy, ancienne tenniswoman et autrice de ce livre. Si un jour quelqu'un te fait du mal, c'est publié chez Stock. Évidemment, briser le silence, c'est une cause qui vous a toujours tenu à cœur. Oui, et parfois, les mots nous échappent. Face à l'horreur, à l'ampleur des souffrances endurées et infligées à des enfants, il devient presque impossible de traduire en paroles ce que l'on ressent devant des récits de violences si profondes, si incommensurables. L'inceste, les agressions sexuelles sur mineurs nous confrontent à des violences qui bouleversent non seulement les victimes de manière irréparable, mais qui ébranlent aussi profondément ceux qui en sont témoins. Chaque récit, chaque témoignage de violence sur un enfant est une épreuve en soi qui dépasse notre capacité de compréhension ordinaire. Ces actes marquent de façon indélébile les victimes et leur impact s'étend également aux proches, parents, familles, compagnons, amis, tous ceux qui n'ont pas vu, n'ont pas compris ou n'ont pas osé parler. Ces témoins portent aussi en eux une douleur silencieuse, une culpabilité. Pourquoi n'avons-nous rien vu? Comment avons-nous pu être aussi aveugles? Pourquoi sommes-nous restés silencieux et imaginer ne pas être en responsabilité pour intervenir, pour parler, pour dénoncer? Ces questions hantent ceux qui, dans leur ignorance ou leur impuissance, n'ont pas su agir à temps. Ce fardeau est une autre forme d'indicible, un poids invisible, un poids qui ne trouve sa raison d'être que dans l'ignorance imposée par la violence elle-même. Une violence qui isole, manipule et réduit au silence. Et pourtant, il faut dire. Il faut nommer ces violences, car c'est seulement en faisant face à l'horreur qu'on peut espérer la combattre. L'inceste, les violences sexuelles sur mineurs marquent à vie, déchirent des familles, projettent une ombre sur toute la société. En tant que témoins, nous avons un devoir, celui de relayer ces histoires, d'écouter et de soutenir les victimes, même lorsque les mots nous manquent. Parler, partager, c'est faire un pas vers la reconstruction, c'est se réapproprier un espace que la violence a volé. Affronter l'indicible, c'est affronter nos propres émotions, c'est surtout et aussi briser le cycle de l'ignorance et du silence et offrir collectivement une chance de réparation. Bien, on en parle avec votre invité qu'on accueille tout de suite sur Sud Radio, Angélique Cauchy. Bienvenue à vous. Vous êtes ancienne tenniswoman et autrice de ce livre. Si quelqu'un te fait du mal, c'est publié chez Stock. Vous êtes l'invité de Muriel Réus. Bonjour Angélique. Bonjour. Alors des livres sur les violences sexuelles, j'en ai lu beaucoup. Des histoires de viol, j'en ai écouté des dizaines. Mais ce que vous racontez, ce que cet individu vous a infligé, la façon dont il l'a fait et les mots que vous utilisez pour le décrire révèlent des violences si crues qu'elles défient toute raison. Entre vos 12 et 18 ans, Angélique, vous avez été l'avenir du tennis français, double championne de France universitaire, dans le top 5 des meilleurs français de votre catégorie. Il vous a fallu 15 ans pour trouver les mots, 10 ans encore pour pleinement mesurer les impacts de ce que vous avez vécu. Qu'est-ce qui a déclenché votre capacité à verbaliser ce vécu et à écrire si un jour quelqu'un te veut du mal? Alors, à le verbaliser, je crois que ma prise de conscience, elle s'est faite au moment où je rentrais pleinement dans cette vie d'adulte, où je passais de l'autre côté, où j'allais être réellement dans le présent et puis dans la projection de l'adulte que j'espérais devenir. Et ce moment, c'est à mes 27 ans, lorsque je suis professeure de PS et que tous les jours devant moi, j'ai des enfants de 12 ans que je vois. Et je me dis, c'est tellement petit, 12 ans. Et en même temps, je me dis, quel genre d'adulte je vais être si je suis pas capable de parler et d'essayer de les protéger. Et puis ensuite, écrire, ça m'a pris 10 ans de plus. Et finalement, le deuxième déclic, c'est lorsque je sors de cette commission sur les défaillances des fédérations sportives à l'Assemblée en septembre dernier, et où je mesure l'impact de la libération de la parole sur la société, où je dois recevoir 3000 messages, où il y a 8 millions de vues sur une caméra plan fixe prise par LCP. Et je mesure à ce moment-là l'importance du message, de faire changer la société, parce que je sens que la société est prête. Et c'est à ce moment-là que je décide d'écrire. Vous êtes extrêmement suivi, chaque fois que vous prenez la parole, c'est incroyable, quelque part, on peut le dire, 10 millions de vues. Là, vous avez fait une interview dernièrement, c'était aussi un nombre considérable de vues. Pourquoi cette histoire, elle touche encore plus que toutes les autres? Déjà, personnellement, ça me touche énormément, mais c'est pas du tout le sujet. Peut-être que c'est ma façon d'en parler, peut-être parce que j'en parle simplement et que j'ose dire les mots et de les nommer, même si c'est l'innommable, parce que je pense que on ne peut pas vraiment comprendre le sujet si on nomme pas bien les choses.
Et c'est pas moi qui l'avais dit. Il y a quelques années, un grand écrivain avait dit qu'il fallait nommer les choses, sinon on participait au mal de ce monde. Donc je pense qu'il y a une partie de ça. Et puis peut-être que mon hypersensibilité, mon hypermnésie aide aussi le fait que j'arrive à contextualiser et à décrire chaque scène, fait que peut-être on arrive à s'identifier plus chacun de nous. Et finalement, je suis aussi une adulte et une citoyenne banale. Et peut-être que ça aussi, ça fait prendre conscience à chacun que ça peut nous arriver à nous. Cette hypermnésie, elle est incroyable, parce qu'elle vous permet de qualifier et de compter le nombre de viols que vous avez subis. Vous les estimez à 400. Oui, alors je les ai jamais comptés un par un en tenant un calendrier. Ouais. D'ailleurs, j'ai lu un article sur ça et sur le fait qu'aucun enfant ne se disait j'ai été violé tant de fois, etc. Mais c'est une question qui m'a été posée au cours de la procédure. Et ça n'a pas été très difficile de faire le calcul puisque c'est 2 ans, donc c'est 750 jours et que sur les 750 jours, il y a 3-4 fois par semaine où je dormais chez lui, qu'à chaque fois que je dormais chez lui, ça arrivait. Et que ces 15 jours à la Baule, c'est arrivé 3 fois par jour, donc ça fait déjà, rien qu'à ces 15 jours-là, 50 viols. Donc effectivement, 400, c'est certainement peut-être même encore minoré, mais pour dire que finalement, c'était mon quotidien. Oui, vous avez entre 12 et 14 ans, et les violences, c'est chez lui, dans sa voiture, dans les clubs, plusieurs fois par jour. Comment la petite fille que vous étiez à cette époque-là, 12 ans, c'est très très jeune. J'invite les auditeurs à se projeter sur une petite fille de 12 ans. Comment la petite fille que vous étiez a-t-elle trouvé la force de survivre et de garder cette détresse uniquement pour elle à cette époque ? Il y a 3 choses qui rythmaient vraiment ma volonté de m'en sortir. Je crois que la première, c'était que je ne voulais pas que le mal l'emporte sur le bien. Et je me battais pour ne pas qu'il gagne. Ensuite, parce que je savais que c'était le match le plus long de ma vie. Et que je hais la défaite peut-être encore plus que j'aime la victoire. Et enfin, parce que je voulais pas faire de mal à mes parents. Et je savais que si je choisissais de ne pas me battre et de mourir, c'était eux qui allaient en souffrir. Cet individu, on va le nommer, Andrew, votre entraîneur, dès votre première rencontre, il va vous dire très vite, tu es un diamant brut et je vais te polir. Est-ce que cette phrase, qui est une phrase, je trouve, très forte, très dominatrice, est-ce que cette phrase, c'est ça qui a marqué le début du pouvoir sur vous? Est-ce que ça a créé une stupéfaction telle que finalement tout le reste s'est enchaîné et que l'emprise a commencé? Complètement, d'autant que c'est vraiment un moment qui m'a beaucoup marqué, que c'était le 3e entraînement seulement que j'avais avec lui, donc j'ai trouvé que c'était une phrase, et il avait scénarisé vraiment tout ça. Il m'avait fait m'asseoir, et c'était pas quelque chose qu'il avait dit rapidement entre 2 portes. Il avait pris le temps, il n'avait pas du tout le même ton, il s'était placé à un endroit particulier. Et moi, jusqu'à ce moment-là, j'avais pas du tout pour ambition d'être une joueuse de haut niveau. Donc quelque part, à ce moment-là, il me marque. C'est comme un tatouage où il me dit je vais faire de toi ce que j'ai envie que tu deviennes. Et peu à peu, il va accaparer tout votre espace. Vous dites qu'il ne reste plus rien d'autre que lui et l'école, lui et le tennis. Devant des tiers, il vous impose même de dire qu'il est votre père. Il va même jusqu'à vous dire, ce serait bien que tes parents meurent, comme ça je t'aurai pour moi. Il va mettre votre photo sur sa table de nuit. Dans cet univers où la pression de bien faire, de gagner, d'être la meilleure était constante, vous devenez sa chose. Oui, exactement. Et finalement, ça se fait tellement vite que je deviens à la fois sa joueuse, à la fois sa fille soi-disant adoptive, à la fois sa marionnette qui fait faire ce qu'il veut, et puis très rapidement son ex sexuel. Et tout ça se mélange. Et finalement, pour moi, c'est cette banalisation de la violence en fait qui fait que, avec le recul, je me dis que c'est vraiment terrible parce que à ce moment-là, très rapidement, on ne prend plus la mesure de ce qui est très grave, de ce qui ne l'est plus, parce que tout est mis sur le même plan. Oui, dans l'échelle des violences, la violence se banalise complètement. Mais alors, on va parler un peu quand même de la responsabilité de l'entourage et des clubs qui ont trouvé normal que tout tourne autour de lui, qu'il soit omniprésent, omniscient. Comment est-ce qu'on a pu accepter qu'il insulte des jeunes de 10 ans, qu'il rase la tête d'un enfant de 14 ans dans le clubhouse sans que personne n'intervienne? Pourquoi y a-t-il eu un tel aveuglement à son égard? Cet homme, c'est quand même pas un homme extraordinaire, c'est pas un homme de pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est un pouvoir qu'il a réussi à obtenir dans cet écosystème qui était le tennis, mais c'était pas du tout quelqu'un qui avait du pouvoir dans un autre environnement. Mais dans cet environnement-là, il avait réussi à être cet homme omnipotent parce que certains le craignaient, parce que certains pensaient que sans lui, le club ne serait plus numéro 1, parce que c'était son caractère et que finalement, lui, on pouvait lui laisser tout passer parce que c'était comme ça, comme une fatalité.
Et à aucun moment on s'est placé du côté de la déontologie ou du côté des enfants pour se dire est-ce que réellement ils respectent déjà le droit des autres individus. Alors l'emprise, c'est aussi toutes les phrases qu'il va prononcer tout au long de ces années. Les gens ne peuvent pas comprendre. Tu sais, c'est parce que c'est toi. Tu es différente, extraordinaire, intelligente. Il ne faut pas que tu en parles. Parce que si tu en parles, j'irai en prison. Parce que les gens ne vont pas comprendre qu'on s'aime. Et si tu en parles, je ne pourrai plus t'entraîner et tu ne deviendras jamais une championne. Vous avez 13 ans quand il vous dit tout ça. Il vous a mis en mode automatique, en mode pilote automatique. Oui, mais à l'intérieur de toutes ces phrases, il y a justement tous les ressorts psychologiques qu'un manipulateur utilise. Il y a à la fois la culpabilisation, il y a à la fois le fait que moi, je veuille protéger ma famille, mais aussi le protéger lui, parce que quelque part, je ressens une sorte d'amour au début pour lui, parce qu'il devient cet entraîneur qui se dit être mon second père. Et puis finalement, il me faut quand même quelques mois pour réaliser que ce n'est ni de l'amour, ni de l'affection, mais que c'est de la destruction. Et puis vous voulez protéger votre famille. D'ailleurs, le titre de ce livre, c'est un titre de protection de votre père, parce qu'il vous avait toujours dit, si quelqu'un un jour te fait du mal, j'irai directement... je prendrai un fusil et tant pis si je vais en prison. Donc il y avait aussi cette forme de protection vis-à-vis de votre famille. Oui, cette phrase, c'est terrible parce qu'il le dit, et comme beaucoup de parents, en pensant protéger son enfant et en pensant faire une preuve d'amour. Et en fait, c'est tout l'inverse. L'enfant, la première chose qu'il veut, c'est protéger sa famille. Et donc ça crée le silence. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, parce que ce livre, je le veux pédagogique et j'espère qu'il fera prendre conscience à tous les parents qu'il faut juste changer cette phrase et à la fin dire, si un jour quelqu'un te fait du mal, nous les adultes, nous te croirons, nous t'écouterons et nous te protégerons. Et quel est l'impact sur votre famille? Alors sur votre sœur, qui est quelqu'un de très important pour vous. D'ailleurs, vous dites que le moment de sa naissance, c'est elle qui a quelque part déclenché votre mémoire et cette mémoire absolument extraordinaire que vous avez. Quel a été l'impact sur votre famille? Il avait cette emprise aussi sur votre famille? Ils n'ont pas vu, personne n'a vu. Mon père a vu des choses, mais c'était pas lui dans la famille qui prenait les décisions, et donc il avait aussi perçu ça. Il avait perçu la dynamique familiale, à savoir que c'était ma mère qui décidait, et donc il fallait qu'il ait d'abord ma mère dans la poche. Ce qui a été le cas, puisque il se voulait être ce grand frère, ce copain très gentil, et parce que il savait comment se rendre indispensable, à savoir que ma famille n'avait ni beaucoup de moyens financiers, ni beaucoup de temps, parce que ma petite sœur faisait aussi du tennis, et donc il a joué sur ces deux tableaux pour pouvoir avoir une emprise sur la famille. Oui, parce qu'en fait, vous dormiez chez lui parce que votre père s'occupait aussi de votre petite sœur et qu'évidemment, il ne pouvait pas être à deux endroits à la fois. Pour les gens qui se poseraient des questions sur pourquoi est-ce qu'elle dormait chez son entraîneur, c'est la raison. Oui, mon papa travaillait de nuit, il s'était mis à travailler de nuit justement pour pouvoir nous emmener aux entraînements, mais il fallait bien qu'à un moment donné, il aille travailler. Et moi, les tournois de tennis, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le milieu du tennis, les tournois, c'est tout le temps et c'est le soir. Et donc, c'est après l'école, donc je finissais parfois les matchs à 22h, 22h30 et mon papa, il commençait à travailler à 20h45. Donc à ce moment-là, j'avais personne pour me ramener. Donc c'était cet entraîneur qui s'était proposé et qui me ramenait. Et puis après, il a fait culpabiliser mes parents en disant que ça lui faisait faire beaucoup de route et que ça serait plus pratique que je reste dormir chez lui. Et donc c'est comme ça que mes parents ont fini par me laisser dormir chez lui, alors que c'est une famille. Je suis dans une famille qui ne fait pas confiance facilement et qui ne m'avait jamais laissé dormir nulle part avant ça. À 27 ans, vous allez porter plainte. Vous avez découvert qu'il y avait d'autres victimes. C'est la raison pour laquelle vous avez porté plainte? Oui, ça a été un élément important parce que Astrid, qui m'appelle à ce moment-là, est à 4 jours de la prescription, parce que on a la chance qu'elle ait une connaissance de la loi parce qu'elle a fait Sciences Po et qu'elle sait qu'il y a prescription pour elle dans 4 jours. Et je sais aussi, à travers ce livre, c'est aussi un message à toutes les victimes pour leur dire que ce livre, il est pour elles, mais aussi pour qu'elles aient une meilleure connaissance de la loi, pour qu'elles puissent parler tant qu'il est encore temps. Et donc, je porte plainte en même temps que mes deux co-victimes, parce que je n'ai pas été là pour elles au moment où c'est arrivé, parce que j'ai décidé de garder le silence. Je me devais d'être là à 27 ans pour essayer que le dossier soit plus solide, parce que je savais que plus on était nombreuses, plus ça allait avoir du poids, parce que je connais aussi les statistiques qui sont pas en faveur des victimes au niveau de la justice. Et parce que je savais que moi, enfant de 12 ans, ça allait pas avoir le même impact que des jeunes filles de 17 ans, alors qu'elles ont vécu exactement la même chose.
Alors, lors du procès, il est condamné en appel à 18 ans de réclusion criminelle, assorti d'une interdiction d'exercer, heureusement, une profession en contact avec des mineurs. Et ça, cette interdiction d'exercer, c'est pour les 4 agressions sexuelles commises sur des jeunes filles âgées de 12 à 17 ans. Mais il n'a reconnu que les faits partiellement, notamment pour les victimes de plus de 15 ans, et en prétendant qu'elles étaient consentantes. Vous avez vécu comment cette reconnaissance partielle ? Alors effectivement, pour mes 3 co-victimes, comme elles avaient plus de 15 ans, il a tout de suite dit qu'il ne niait pas la matérialité des faits, mais qu'elles étaient consentantes, que c'était une relation d'amour et que c'était leurs petites amies. Pour moi, il s'est positionné différemment parce que j'avais moins de 15 ans et donc il a nié les viols et il a dit qu'il y avait eu des agressions sexuelles. Il s'est raccroché à ce qu'il pouvait raccrocher. J'en attendais pas énormément de sa part parce que j'accordais pas beaucoup de crédit à sa parole en tant qu'adulte, alors qu'il avait été la parole absolue pour moi en tant qu'enfant. Et c'est aussi quelque chose de pouvoir se reconfronter à son agresseur après tant d'années pour changer un peu la perception qu'on avait, le prisme que j'avais sur lui. Et puis après, il a quand même, au cours du procès, avoué qu'il avait effectivement fait tout ce qui lui était reproché, mais qu'à l'époque, il n'en avait pas conscience. Et il s'est toujours raccroché à ça, au fait qu'à l'époque, il n'avait pas conscience que c'était des viols. Et les chiffres des violences faites aux mineurs sont effrayants. Un enfant violé toutes les 3 minutes en France. Dans le milieu du sport, c'est un enfant sur 7 qui est concerné. Et ce chiffre grimpe à 1 sur 3 parmi les sportifs de haut niveau. Vous avez aussi co-créé une association, l'association Rebond. Quel est le rôle de cette association ? Cette association, on l'a créée en cours de procédure parce qu'on s'est rendu compte à quel point c'était dur, à quel point c'était long et à quel point on se sentait seul. Parce que même nos familles, même nos amis n'étaient pas en capacité de comprendre ce qu'on était en train de traverser. Et on aurait aimé avoir des associations qui pouvaient être là pour nous soutenir. Et donc on voulait être là pour toutes les prochaines et aussi que quelque chose de positif sorte de ce qui nous est arrivé. Et puis avec cette association, aujourd'hui, je suis à plein temps sur l'association. Je ne suis plus professeur de PS depuis juin. Et on fait à la fois de la sensibilisation sur tous les publics, les dirigeants, les entraîneurs, les jeunes et les parents. Parce que finalement, c'est un problème de société. Il faut tous, en tant que citoyens, on soit sensibilisés à ça, à travers différents projets qui peuvent soit amener à l'art, soit amener à la prise de parole avec des concours d'éloquence, avec des expos ou avec des ateliers de sensibilisation et des tables rondes. Il y a plein de formes différentes et puis aussi des tournois qu'on organise pour que justement des bonnes valeurs soient prônées. Et puis aussi évidemment de l'aide et du soutien de victimes avec des week-ends de reconstruction, de l'aide juridique et de l'aide psychologique. Merci Angélique, il faut absolument lire Si un jour quelqu'un te fait du mal aux éditions Stock. Et on peut rappeler le site internet de l'association rebond. C'est www.assorebond.com. Ben voilà, comme ça c'est facile à trouver. Merci à vous Angélique Cauchy, je rappelle que vous êtes ancienne tenniswoman. Merci à vous également Muriel Réus, à bientôt dans la force de l'engagement. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.